Alors bonsoir, soyez tous les bienvenus pour la présentation du nouveau recueil de poèmes de Thanas Khadzopoulos, Complexe et Germain. Nous avons le plaisir d'accueillir, mis à part le poète, écrivain, Manolis Piblis, qui est le journaliste, traducteur et directeur du Salon du Livre International de Thessalonique, qui va devoir nous quitter dans un quart d'heure, peut-être une demi-heure, incessamment, quoi qu'il en soit, parce qu'il a une autre obligation. Il doit être présent à une réunion, un meeting, il est candidat pour les élections. Et nous avons le professeur Monsieur Filias, qui est professeur de traduction littéraire à l'université ionienne. Donc, je passe la parole à Monsieur Filias, à Thanasis, à Manolis. D'accord, pardon. Merci Yannis, merci beaucoup, merci à vous tous. On est très heureux d'être là, même si malheureusement je dois partir très tôt. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas quand on a réglé le jour et l'heure de cette belle soirée. Comme vous savez déjà, on a avec nous Thanas Khadzopoulos, qui est un poète reconnu comme un des poètes les plus importants en Grèce. Il est traduit en plusieurs langues, 11 je pense. Et il est honoré par deux prix très importants, le prix de l'Académie d'Athènes pour l'ensemble de son œuvre, et puis le prix Max Jacob étranger 2013 en France pour son recueil de poèmes Cellules. Et on a aussi avec nous Monsieur Filias, qui est enseignant à Corfou, n'est-ce pas? Oui. Il enseigne traduction de littérature. Voilà, il est écrivain. Il est l'auteur de 2 livres sur l'écrivain crétois Padelis Prevelakis, et traducteur aussi, bien sûr, de plein d'écrivains français très importants. Alors, je commence par deux questions simples, peut-être. Thanasis Khadzopoulos. La première, c'est la question de la vie et de la mort dans son œuvre. C'est vraiment simple. Avant de passer à la réponse, je voudrais vous dire un grand merci d'être ici une soirée comme aujourd'hui, avec l'ambiance avant les élections européennes et les élections municipales en Grèce. Donc aussi, je voudrais dire un grand merci à Manolis et à Dimitris pour leur présence, et aussi à l'Excopolio pour l'hospitalité.
Donc, la question de la vie et la mort dans mon œuvre, c'est une question simple mais très, très grande. Je ne sais pas si je peux le répondre directement. Sans doute dans ces livres dont nous parlons, c'est quelque chose qui est très apparent, mais ce n'est pas seulement dans ces livres. Donc la question de la mort revient dans mes écrits dans des modes divers. Par exemple, dans Le Mort de même sang qui a été traduit en français par Michel Volkovitch en 2000, ça vient à travers le mythe du pont d'Arta, donc du sacrifice de la femme. Et dans Cellule revient aussi dans le mode de l'enfermement de la vie dans une clôture de quelque chose qui toujours met obstacle dans la suite de la vie. Et ici, dans Complexe et Germain, comme il y a Complexe et Germain est un diptyque, mais c'est un diptyque pas seulement dans la construction du livre, chose qui pour moi est toujours très importante, la construction d'un livre. Comment je fais un livre de poésie, il n'y a pas pour moi une question de mettre des poèmes que j'ai écrits pendant une période ensemble. C'est toujours une idée qu'il y a derrière. Mais c'est un diptyque aussi dans le contenu. La vie et la mort, ce sont les questions principales qui s'entretiennent et qui s'entremêlent dans le poème. Et aussi, chose que Jean-Baptiste Parra le dit très clairement dans la préface, s'entremêlent aussi dans la forme de vers de poèmes, dans la syntaxe et la façon dont je parle de ces deux pôles de la vie, parce que la vie et la mort sont deux pôles de la vie humaine. D'une façon, la mort, c'est la fin de la vie, mais cette fin qui est pour nous, je crois, ce qui nous donne, comment dire, le sens de la vie, ça vient à travers la mort, à travers sa fin. Donc, la fin illumine la vie même, mais en même temps, cette question de la mort du point de vue de diverses ruptures ou de diverses autres formes, comme la séparation ou des pertes qui ne sont pas des pertes mortelles, nous traversent toujours dans la vie même. Donc, à mon avis, c'est pour ça que j'ai dit au début que en grec, c'était le motto qui est au début de tous les diptyques, avant donc Migadika, avant Amphisalie. En grec, c'est entogenaste to thniskin. Et dans la naissance existe la mort. La phrase grecque entogenaste to thniskin, d'un côté, signifie que le fait de la mort se trouve en état de naissance, et aussi que dans la naissance, déjà, nous sommes nés avec la mort. Donc, c'est avec la naissance que chaque naissance donne aussi la mort. Chacun qui s'est né, il est né, on donne la vie, mais on donne aussi en même temps la mort. C'est quelque chose de très important, à mon avis, parce que de cette façon, nous nous trouvons dans le même domaine, que la vie et la mort sont des choses qui vont ensemble. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est pas si simple comme je le disais, mais vous étiez, assez clair. Il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais poser des questions.
Je voudrais vous demander s'il y a une héritation linéaire, une ligne qui vous lie avec la tradition poétique grecque. Et sinon, si vous êtes l'enfant, si on vous demandait si vous êtes l'enfant de quelques poètes, ce serait lesquels? Ce serait des Grecs ou plutôt des poètes d'autres pays? Écoutez, à mon avis, la poésie, chaque poète, il est l'enfant de plusieurs parents, femmes et hommes aussi. Et en même temps, c'est comme c'est que Sefer, je l'ai dit à sa façon que nos paroles sont les enfants de plusieurs autres paroles. Et je peux dire que déjà j'ai fait une référence à le mort de Memsang. Là-bas, j'ai pris les fables populaires, les chants populaires de Pondarta. Donc, à mon avis, cette très grande tradition de la Grèce du chant populaire est très important pour moi. Et aussi pour le Pondarta, je peux dire que j'ai des vécus qui vont au-delà des lectures. Peut-être après je pouvais dire quelque chose davantage, mais en même temps, dans ce même livre, il y a dans un poème à l'ombre, il y a une sorte de... il y a le poème emblème qui est à l'ombre d'Angelos Sikelianos. Et aussi un autre poème qu'on va lire, je crois, qui s'appelle Berceau, et il y a hommage à Dionysios Solomos. Et ce sont des dévotions, on peut dire, différentes entre les deux, mais ce sont des ancêtres qui, pour moi, étaient des copains de la rue, si on peut dire cela pour Solomos et pour Sikelianos. L'un, d'après l'idée que nous avons fait pour sa présence, pas seulement poétique, mais aussi physique, naturelle, et l'autre à cause du fait qu'il est un poète plutôt ancien, il y a des siècles déjà, mais qui d'une façon ou l'autre, ils sont passés à travers des incidents de ma vie. Par exemple, Berceau a une référence à la mère de Solomos, parce que aussi dans ce poème, il y a une référence à ma mère. Donc, on sait très bien qu'il y avait une histoire très difficile pour Solomos dans sa relation avec sa mère à cause de son roman familial, on pourrait dire. Et pour Sikelianos, l'image de la fin du poème avec la tête du bouc est une référence à des choses qui ont passé, que moi j'ai lu dans les poèmes de Sikelianos. Au-delà de Solomos et Sikelianos, sans doute, il y a pour moi les présocratiques comme une référence qui n'est pas tellement reconnue dans ces livres, mais qui est plus reconnue dans d'autres livres de moi, à cause de la brièveté de leur pensée, qui est une pensée philosophique, mais en même temps très poétique. Je dis cela parce qu'il n'y a pas comme ancêtre seulement de poètes, il y a aussi des philosophes, par exemple, d'autres hommes d'esprit qui ne sont pas toujours reconnaissables d'une façon ou l'autre dans un recueil, dans un poème. Au-delà de ça, par exemple, Kariotakis, pour moi, est un poète qui m'a vraiment influencé. Seferis, ce sont deux poètes sur lesquels j'ai beaucoup écrit aussi des essais.
Et aussi pour ce faire, j'ai fait un montage de son journal. Et j'ai fait une sorte d'anthologie de son journal. Et pour Kariotakis aussi, j'ai fait un très grand essai comme préface dans un petit livre que je fais en une sorte d'anthologie. Une anthologie, l'œuvre de Kariotakis n'est pas très grande, mais de toute façon, j'ai gardé les poèmes qui ont pour moi la plus grande importance. Donc, sans doute, mais aussi, il y a toujours par exemple, ce que j'écoutais dans l'église de l'époque de mon enfance, de psaumes, etc. Un des poèmes de ces livres est le sous-titre Psaume. Donc, ce sont des choses le langage, par exemple, de psaumes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans mon enfance. Mais toujours, je dis que c'est difficile de chercher des influences. C'est comme si on cherche des sorcières. C'est difficile. Mais on peut dire qu'il y a des choses qui sont plus reconnaissables que d'autres. D'accord. Je m'intéresserai beaucoup à vous écouter parler de la langue grecque, de son histoire et des mots que vous utilisez. Mais peut-être ce n'est pas encore le moment, vous pouvez le faire après. Je voudrais passer la parole à monsieur Philios. Oui, ouais. On peut vous dire merci et vous laisser. Merci à vous. Okay. Merci bien, Manolis. On va continuer tous les deux. On a un peu changé le programme parce qu'on avait eu l'idée de commencer par le texte de Dimitris, mais comme Manolis doit partir, on lui laisse. Merci. Bon courage et bon succès. Bon bonsoir aussi de ma part. Déjà, Athanasis a posé beaucoup de sujets sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir, si vous le voulez bien. Et, pour le moment, permettez-moi de vous lire un texte plus ou moins bref que j'ai rédigé à l'occasion de cette soirée, et puis on aura l'occasion de continuer la discussion. Déjà, je vous dis, ne serait-ce que la question par exemple, des possibles influences m'intéresse beaucoup. Et j'en profite déjà pour mettre d'avance un sujet qui pourrait être développé un peu plus, si tu veux bien, après. En tant que comparatiste, j'ai toujours peur d'entendre parler d'influence. Influencer est un verbe qui ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis encore sous le signe de Claude Puchois, le grand comparatiste dont j'étais l'élève pendant 5 ans à la Sorbonne. Et qui, chaque fois que je parlais d'influence, il était prêt à me refuser en tant que futur docteur ès lettres. Lui, il insistait beaucoup sur ce qu'on appelle les affinités spirituelles. Donc, je reste sous le signe de Claude Puchois pour vous dire qu'on n'est presque jamais vraiment influencé, mais on vit sous le signe de telle ou telle écriture, ou poète, ou créateur en général. Donc l'affinité spirituelle me semble parfois même encore plus fort que le mot influence elle-même. Hein? Influence, si vous voulez, ça a, à mes yeux, une petite passivité. On est influencé, on subit une influence, on dit bon. Tandis que bon, une affinité spirituelle, c'est ce qui apparaît, hein. C'est ce qu'on peut déceler en mettant en regard deux textes, deux écrivains. Alors là, affinité spirituelle montre aussi le côté que le créateur en question a vraiment pas seulement lu, mais il a aussi vécu une poésie. Une époque, un écrivain. C'est ce qu'on appelle, il est imbu d'un poète, comme on dit. Être imbu d'une écriture signifie vivre avec, hein, mais sans obligatoirement en être influencé. Hein. Voilà. Excusez-moi, mais je ne peux pas me passer du comparatisme qui était la première étape avant de me lancer à la traduction littéraire. Voilà. D'ailleurs, l'un aide l'autre à continuer à marcher ensemble. Bon, voici donc le texte que vous allez subir. Alors,
C'est donc pour moi une soirée toute particulière où nous tâcherons de lever un grand défi en parlant entre autres de poésie, de traduction et réception littéraire à l'occasion de la parution en traduction française du recueil poétique de Thanas Redzopoulos, Miravika και Αμφιθαλή, un des livres majeurs de Radzopoulos, paru récemment en France par les éditions La Rumeur Libre. Kostas Nassikas et Reber en sont les traducteurs, et le titre de la traduction c'est Complexe et Germain. Titre donc fidèle au titre de l'original. André Mauroy disait qu'un soir consacré à la lecture de grands livres est pour l'esprit ce qu'un séjour en montagne est pour l'âme. Faut-il donc, avant toute autre référence, remercier l'auteur Thanassis Radzopoulos, d'abord pour ce moment de partage et de convivialité de ce soir, où il nous invite à suivre ce que Victor Hugo dit sur la poésie dans Ode et Ballades, à savoir qu'elle est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. J'entends par là que je le remercie de procéder à une volontaire mise à nu baudelairienne de son âme à travers sa poétique, de nous offrir l'occasion de parler de lui, et par lui et grâce à lui, des choses qui continuent à nous préoccuper en tant que lecteurs, critiques et traducteurs. Le remercier surtout de ce chemin unique et remarquable qu'il continue à tracer depuis bien des années maintenant, combinant psychanalyse et création littéraire à différentes dimensions et expressions, poésie, prose, essai et bien sûr traduction. J'ai récemment cité une fois de plus le nom de Radzopoulos à mes étudiants à l'université ionienne où j'enseigne depuis 30 ans, pour leur parler de la réception de la poésie néohellénique en France, en leur soulignant le bon et unique choix de la collaboration et de la création de cet élan vital commun qui anime depuis des décennies l'amitié franco-hellénique que Radzopoulos sert par son œuvre. Citer aussi son nom pour dire que la traduction poétique est une activité aux multiples dimensions et mettre l'accent sur cette coexistence difficile et unique à la fois du créateur d'avec le traducteur. Traduire la poésie, est-ce finalement une singerie rimée, comme le disait Baudelaire à propos du poème Ravenne de Poe, ou une entreprise insensée, comme se le demandait Yves Bonnefoy dans ses entretiens sur la poésie? Yves Bonnefoy qui a pourtant traduit, si je ne m'abuse, Yeats ou encore Pétrarque et surtout Shakespeare. Quoi qu'il en soit, la traduction de la poésie étant par certains déclarée impossible, le poète traducteur Radzopoulos est là pour dire, lui aussi, en la pratiquant, qu'elle est possible. Pour ceux qui ne connaîtraient ou ne se souviendraient pas des différents aspects de l'apport de Radzopoulos, rappelons qu'il a, entre autres, traduit en grec Pierre-Jean Jouve, René Char, Paul Claudel, Paul Valéry, Yves Bonnefoy, Michel Tournier. À rester à ces quelques grands noms de la littérature française, on serait tenté de relever une fois de plus ce lien spirituel unissant Radzopoulos à la culture française dont nous sommes tous plus ou moins imbus. Ce lien, pourtant, est bien plus profond qu'on ne saurait considérer comme nous abordons un créateur grec qui, parallèlement à cette contribution importante au niveau de la traduction, il a eu la chance, bien méritée, de se voir traduit en français. La poésie de Radzopoulos a été publiée en français dans des recueils Presque présents en 1997 et La mort de même sang, 2000, traduit tous les deux en français par Michel Voklovitch, si je ne m'abuse, et Cellule, traduit par Alexandre Zotos en 2012. Avec ce recueil, comme Anolis vient de le dire, Radzopoulos connut la consécration en France par l'attribution du prix Max Jacob étranger 2013. Une année après, en 2014, il a été nommé par la République française chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Ce soir donc, le recueil Complexe et Germain, parlant français, nous permettra d'abord de relire Miravika και Αμφιθαλή et dire avec Pierre Verdi dans le livre de Montbord « Rien ne vaut d'être dit en poésie que l'indicible, c'est pourquoi l'on compte beaucoup sur ce qui se passe entre les lignes. »
Ce sera également l'occasion de vivre encore un recueil poétique de Khadjopoulos en langue française et de constater, grâce à cette version française, que la poésie serait un genre littéraire traduisible au-delà des doutes, réserves ou remises en cause qui pourraient être avancées. Il est bien connu que de Mallarmé à Baudelaire, en passant par Dante, beaucoup d'auteurs ont en effet manifesté de nombreuses réticences, mettant en lumière notamment l'impossibilité de rendre de manière équivalente, dans une autre langue, le sens et la forme du poème. Le critique littéraire Maurice Blanchot insistait sur cette impossibilité en ces termes. Je vous cite. « Le sens du poème est inséparable de tous les mots, de tous les mouvements, de tous les accents du poème. Il n'existe que dans cet ensemble où il disparaît dès qu'on cherche à le séparer de cette forme qu'il a reçue. Ce que le poème signifie coïncide exactement avec ce qu'il est. » Fin de citation. À l'encontre de ce que dit Blanchot, les spécialistes de nos jours sont là pour soutenir que la traduction poétique est avant tout un art de recoder, c'est-à-dire une activité linguistique destinée à déchiffrer les codes d'un message source et à produire, par voie de transfert, de sens et de style, sa double cible. Une double cible dont les constituants sont reliés à ces mêmes codes par une relation à la fois interne et externe. Khadjopoulos serait-il donc recodable? Serait-il traduisible? Ce code langagier qui est le français, serait-il susceptible à la réception d'une écriture telle que celle de Khadjopoulos, dans le sens que la nature du rythme des vers du poète grec sont telles qu'il est possible de recréer l'union du sens et de la sonorité qui caractérise sa poésie? Quelle que soit la réponse à cette question, une chose est sûre. Les traductions précédentes des recueils poétiques de Khadjopoulos ont montré que le poète grec dont nous parlons ce soir peut être lu, compris et vécu en langue française grâce à cette réécriture créative que doit être la traduction. Il s'agit de traduction, comme cela est très clair dans Complexe Germain, qui ont évidemment montré leur possibilité d'exister à partir du moment où le traducteur s'impose un compromis entre la fidélité du texte, qui n'est pas étroite exactitude, et la recherche de l'effet esthétique. Disons-le de façon plus simple, Khadjopoulos, traduit en français, serait un écrivain partageable par les lecteurs français. Relevons à cette occasion l'importance de cet homme bilingue que nous présentons ce soir, qui nous permet d'avoir texte grec et texte français en regard et d'en profiter pour une lecture, étude et approfondissement parallèles. Je ne vous cache pas que, tant en lecteur et critique qu'en professeur de traduction littéraire, je considère importante et utile cette façon textuelle de procéder et de faire éditer, à savoir en version bilingue. J'avais admiré et apprécié, il y a environ 2 ans maintenant, l'édition bilingue des Feuillets d'hypnose de René Char en traduction grecque de Thanase Khadjopoulos, tome auquel nous pourrions revenir ce soir si l'occasion se présente. Je voudrais lire maintenant un très bref extrait tiré de la préface de Jean-Baptiste Parra qui nous mettra dans le climat thématique du recueil. Je lis. Complexe, le titre du premier volet du diptyque est polysémique, et l'on peut considérer qu'il renvoie aussi aux mathématiques, où le système de nombres complexes peut être défini comme une extension des nombres réels par un nombre imaginaire. Germain, le second volet du diptyque, se caractérise par une variation de ton, un tissage en apparence moins serré, avec des poèmes s'offrant parfois sous 2 versions différentes, tels que les frères jumeaux prenant des chemins distincts, voire des orientations inverses, révélant ainsi les potentialités d'une souche commune. Fin de citation. Voilà pour ce qui est à propos de ces quelques lignes de Jean-Baptiste Parra, qui va
dans ce texte bref mais dense, bien plus loin, il faudra bien le lire pour profiter de ce qu'il écrit, afin d'aborder mieux armé, si j'ose dire, l'écriture de Chatzopoulos. Je tiens également à ajouter la constatation que ce recueil bilingue arrive à mes yeux de lecteur, critique et traducteur à un moment crucial, à une période de maturité du grand créateur grec qu'est Chatzopoulos. Après une gestation de longues années, cet humble serviteur et maître de la langue grecque, ayant acquis son propre style et continuant sa propre ascèse, s'avère prêt et responsable, plus qu'à toute autre période de sa vie, d'aborder le sujet de la mort, fil conducteur de Complexe Germain. Nous reviendrons sans doute à ces sujets de la mort, mais je ne voudrais pas m'y étendre davantage pour le moment, qu'il me soit néanmoins permis de dire que, rien qu'à voir les titres de certains des poèmes, on se rend compte de la valeur et de l'importance que le Créateur attribue à ce sujet universel et diachronique qu'est la mort. Citons-en quelques titres qui en constitueraient la preuve. Porteur de rameaux, Cendre, Trois fois à mort, Épitaphe thessalienne ou stèle archéologique, Puissant comme la mort. À lire Complexe Germain, on se trouve devant de grands poèmes aux multiples facettes qui tournent lentement autour de leur sujet, en l'abordant étape par étape, comme si les créateurs, respectant la particularité et la fragilité du sujet, souhaiteraient être avant tout un profond et patient explorateur qui ne se contente pas d'un univers poétique caractérisé par une rigidité, mais au contraire, rejetant ce choix pour tenter de mettre en valeur la poésie pure, en servant laquelle, selon Paul Valéry, le poète se consacre et se consume à définir et à construire un langage dans le langage. Mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, nous profitons de l'apparition de la traduction française de Complexe Germain pour redécouvrir l'écriture littéraire de Thanasis Rantzoupoulos. Une écriture laquelle, dans son évolution, a souvent offert à ses lecteurs destinataires d'intéressantes approches de champs sémantiques et esthétiques tels qu'ils se trouvaient dans des recueils de poèmes précédents. Je parle bien de poèmes précédents car Complexe Germain constitue un diptyque dont l'écriture s'est étendue sur une dizaine d'années jusqu'au seuil du nouveau millénaire. Dans cette période où le poète a travaillé parallèlement à d'autres ouvrages, Complexe Germain a connu une gestation lente qui donna naissance à un diptyque à propos duquel il a été bien écrit qu'il est d'autant plus impressionnant que chacune de ces séquences atteint à une ampleur de construction et à une richesse de connexion constamment soutenue par les énergies de l'inconscient, dont la conscience vigile du poète capte la rumeur et les signes. Avant de terminer ces quelques premières réflexions et constatations et donner suite à notre discussion à laquelle nous serions contents que vous participiez, je tiens à vous lire ce que Jean-Yves Masson écrit de Chatzopoulos. Dans le panorama extraordinairement riche de la poésie grecque des 30 dernières années, Thanasis Chatzopoulos occupe une place éminente. Il est le représentant exemplaire d'une génération qui a dû recueillir l'héritage de ses magnifiques prédécesseurs, Sikelianos, Seferis, Elitis, Ritsos, Cavadias et Gonopoulos Empirikos, à un moment où la Grèce, enfin libérée des dictateurs, commençait une mutation sans précédent dans son histoire moderne. Mutation dont on sait aujourd'hui qu'au lieu de mener le pays vers plus de dignité et de liberté, elle a fini par le conduire au bord du gouffre, le livrant aux investisseurs sans âme qui l'ont défiguré de bien des manières, certes pas à jamais, mais gravement. Cette voix, venue de Grèce, nous parle avec une calme autorité de la tâche difficile et exaltante d'être homme, simplement, hors du règne des croyances toutes prêtes et des idéologies. Écoutons-le. L'Europe des esprits et des cœurs a besoin aujourd'hui de voix
comme la sienne. Voilà ce que Jean-Yves Masson écrit et je vous remercie de votre attention. Merci bien, Dimitri, de toutes ces paroles bienveillantes. Je vais reprendre la conversation de votre question sur l'affinité spirituelle. En notant une telle rencontre dans deux poèmes, un poème de Yeats et un poème de Seferis. Dans un des poèmes de Seferis parle des pins, des arbres, dont le vent a donné la forme. Dans un autre poème, Yeats parle du lièvre de la montagne qui donne la forme là où il a endormi. Donc, on ne peut pas parler là d'une influence de l'un ou de l'autre. Sans doute, Seferis connaissait assez bien, je crois, Yeats. Mais Yeats, je ne crois pas qu'il connaissait Seferis. Mais nous ne pouvons pas dire que la question le vers de Seferis est une influence de Yeats. Parce que, par exemple, si on arrive à Paros, dans le port, il y a cette fameuse église Ekatonda-Piliani. Près de Ekatonda-Piliani, il y a une petite... un grand nombre de pins. C'est pas comme un parc, mais c'est un parc de pins. Et ces pins, le vent des Cyclades a donné sa forme. Donc, je crois que Seferis a très bien vu cela ici ou là. Et il a donné forme à travers son vers. Comme, par exemple, je suppose que Yeats a eu une image. Il a rencontré dans la montagne, dans une promenade, une image comme ça, avec là où le lièvre a laissé son trace de son sommeil. Donc, c'est là pour recommencer la conversation en passant d'une forme de parole à une autre, de la conversation, du dialogue à votre lecture, pour continuer avec la lecture, avec le dialogue, pour finir avec la lecture de poèmes. Voilà. Donc, mais je vois tout ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. C'est une prolongation de ce dont on parlait tout à l'heure avec Manolis, mais je vois derrière tout cela aussi une forme de continuité. Une forme de continuité qui est une continuité fidèle à ta propre poétique. Hein. Donc voilà, tu as tracé un chemin qui repose aussi sur la tradition. Oui, on ne peut pas faire différemment, à mon avis. Même là où on dit, par exemple, les critiques ou les historiens de la littérature, qu'il y a une rupture, par exemple, d'une génération d'un poète et d'un écrivain à travers la tradition, la rupture est aussi une relation avec la tradition. Tout à fait. Donc, c'est une tradition qui les laisse à part, mais en les laissant à part, en même temps, il l'intègre. Tout à fait. Même si on accepte que Seferis avec Strophi fait une rupture. Oui. Ben, en même temps, il intègre beaucoup par la masse. Hein? Ah oui. Strophi présuppose bien d'autres. Oui, par la masse et ce qu'il annonce. Ah oui. Avant tout, la grande tradition. Oui. Voilà. Mais moi, c'est ce que j'appelle parfois, dans des petits mots que j'écris de temps à autre, cette fidélité à la grécité. Parce qu'avant tout, la grécité, ce n'est pas une idée très vague et floue. La grécité, c'est avant tout le respect de la langue. Hein, et puis le respect de la tradition grecque. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, j'en profite si je ne s'éloigne pas trop de notre sujet, mais on s'est promis de parler des choses et autres comme ça, donc sous une forme de discussion libre. J'ai été particulièrement frappé, intéressé par ce que tu as mentionné tout à l'heure à propos du pont d'Arta, par exemple. Alors là, pont d'Arta, c'est le cœur de la tradition, c'est le fond de la tradition. Oui, mais là, il y a toujours la question de la chance de quelque chose qu'on a des rencontres dans la vie qu'on
qu'on ne peut pas programmer, mais ils sont là, Oui. d'une façon ou d'autre. Par exemple, je peux parler d'une autre. J'ai rencontré Calvos à l'âge de 10 ans. C'était les 150 ans de la Révolution grecque pendant la dictature. Et on devait faire dans l'école, moi j'étais dans l'éducation primaire vers la fin, mais l'instituteur était obligé de faire une sorte de fête autour de la Révolution. Donc, il était très sage à mon avis parce qu'ils ont choisi de faire un hommage à Calvos, et rien d'autre. Donc, mais Calvos, il est très difficile pour la lecture, pour des enfants de 10, 11 ans que nous étions... Les autres pour les enfants, Oui, c'est pas facile. et ce qu'ils ont fait, ils ont coupé deux odes, par exemple, ils ont donné à chacun 2 strophes, et on a lu par cœur, on n'a pas lu, on a dit par cœur le poème 10 enfants à la suite. Donc, à mon avis, pour moi, c'était une rencontre vraiment, une rencontre avec quelque chose qui, sans doute, il a trouvé un espace à moi-même qui était peut-être préparé pour cela, mais la langue de Calvos que je devais moi-même dire, je devais dire, donc, et en même temps écouté par les autres enfants, c'était quelque chose comme on jette un roc dans la mer. Il a fait c'était quelque chose de première vécu, première venue dans la vie quotidienne, parce que de cette façon-là, c'était pas un cours qu'on devait apprendre ou quelque chose comme ça, mais on devait dire ces poèmes devant un public. Il y avait des moments de préparation, etc. Et c'était une langue poétique inouïe pour moi. C'était la première fois que j'ai senti quelque chose, que la poésie est une langue inouïe. C'est ce que tu as dit, qu'on parle de l'indicible dans la poésie. Et donc, au-delà de ça, par exemple, le pont d'Arta, c'était moi, j'ai vécu dans un grand village à Nubé qui s'appelle Aliveri. Donc, il y avait une église. L'église a été construite par des maçons de l'Épire. Et à la fin de l'œuvre, ils ont fait un cercle, une danse circulaire, en annonçant, en chantant le pont d'Arta. C'était un chant donc. Et pour moi, c'était un chant que je rencontrais une fois par an parce que dans la fête de Saint-Georges, parce que l'église était Saint-Georges, tout le village était rencontré là et on chantait. C'était un qui chantait et c'était comme un chorus après que les autres continuaient à répéter chaque vers. Et en même temps, ils dansaient une sorte, une très longue danse qui était un peu funèbre, un peu... C'est ce que j'étais en train de te demander, si finalement, derrière la légende même du pont d'Arta, se trouve quelques lueurs de ce que serait un chant funèbre dont tu étais inspiré. Toi. Oui. Parce que bon, l'idée de la mort, le sujet de la mort n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose dont on est inspiré. Je veux dire, il y a toujours un stimulus qui constitue le point de repère pour commencer à en écrire, quoi. C'est comme ça donc que quand il m'est venu l'idée que c'était le moment où moi je voudrais écrire quelque chose
funèbre, faire un deuil, je peux dire. Donc, quand j'ai eu cette idée d'utiliser ces fables, le pont d'Arta, parce qu'on dit que le pont d'Arta, comme tous ces chants populaires, ce sont des petites tragédies. Hein? Ils ont toutes les formes d'une petite tragédie. Et j'ai eu l'idée à travers mon vécu, et aussi à travers un détail d'un autre vécu que je ne voulais pas citer maintenant. J'ai écrit ces poèmes dans 2 semaines. Donc, en ce moment-là, j'avais aussi une sorte de motivation pour cela, parce que déjà, Michalis Ganas, il a utilisé un autre chant populaire, il a été déjà publié. Et moi, ce que je faisais, j'ai répété son mouvement. Non, je pouvais faire quelque chose qui paraissait pareil, mais ce n'était pas la même chose. C'était tout différent. Oui. Mais écrire ça, comme tu viens de dire, en 2 semaines, ça veut dire qu'il y avait une bonne gestation avant. Ah oui. Je crois qu'il y avait 3 ans pendant lesquels je cherchais à écrire quelque chose comme ça. Et je peux dire que j'ai écrit le livre en 3 volets, 3 arches, comme je dis dans le livre. Donc, j'ai écrit le premier arche, le premier volet. Le deuxième, je m'étais réveillé pendant la nuit je l'ai écrit comme ça et j'ai conclu avec la 3e. Donc, c'est tout à fait différent de la façon dont j'ai écrit Complexe et Germain, où l'un poème est venu après l'autre d'un rythme très lent, comme tu l'as dit et comme aussi Jean-Baptiste Parra le dit dans la préface. Et je peux dire que même ici, c'était à la fin que j'ai compris que j'avais déjà écrit un livre. J'ai ramassé ces poèmes-là et à la fin, j'ai compris que c'était des poèmes qui avaient le même style, le même sujet. Et j'ai dit donc, j'ai fini un livre comme ça, sans le savoir. Je te comprends très bien. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as appelé le vécu. Hein? C'est important, le vécu. Oui. C'est important. Et permets-moi de dire juste pour 2 minutes que, bon, j'ose dire que je comprends bien l'idée de la mort telle que tu l'as conçue et passée à l'écrit, car j'ai eu le même début en traduction. Lorsqu'il y a des années, j'ai traduit le maître maçon de Nikos Kazantzakis en français, donc c'est le mythe, c'est la légende de Pont d'Arta. Et j'ai été particulièrement touché par cette figure de la femme qui accepte de se sacrifier pour que l'épuration arrive. Bon, c'est déjà un sujet bien grec. C'est pourquoi derrière une sorte de tradition grecque se cache en général ce que j'appelle la grécité finalement. La grécité, c'est aussi ça, c'est important. Et, la littérature, bien sûr, a ses propres lois, n'est-ce pas? Je veux dire, une personnalité comme la tienne, avec des décennies de travail, de recherche. D'ailleurs, j'en profite pour te demander une question que j'ai toujours voulu te poser, c'est que bon, le Chatzopoulos psychanalyste, il est aidé, si j'ose dire, pour écrire, ou bien le poète Chatzopoulos est aidé dans son approche des profondeurs d'une âme humaine grâce à son écriture et à la recherche qu'elle présuppose. Comment ces deux coexistent? Et ils coexistent comme 2 expressions d'une même chose qui trouve sa source, qui trouve l'eau dans la même source. Oui. Mais il utilise cette eau d'une façon différente, ou en écrivant lui-même, ou en écoutant les autres. Oui. Il y a derrière tous les deux une hantise, une sorte de crainte de quelque chose, de crainte de auto-analyser peut-être, de ne pas dire la vérité, de ne pas la poser. Et bon, écoute, je crois qu'on cherche toujours la vérité, mais on l'approche, mais on ne la trouve jamais. Oui. C'est quelque chose c'est comme l'horizon. Hein? On va vers l'horizon, on a l'impression qu'on est arrivé, mais à la fin, bon, l'horizon est un peu plus loin. C'est comme ça avec la vérité, ou la vérité personnelle, ou la vérité des autres. L'horizon s'éloigne toujours. Et c'est comme ça que quand on écrit,
on imagine qu'on a déjà écrit quelque chose défini, etc. Mais quand on finit avec cette chose définie, on comprend que la chose qu'on voulait définir est éloignée, est un peu plus loin encore. Je vois, oui. Il y a aussi une question qui est née dans le cœur de mes cours à l'université ionienne, qui est cette suite, s'il y a suite, à mon avis il y a, c'est bien clair, cette suite de la marche de la poésie grecque. Il y a un élève, moi, un étudiant de 4e année qui connaît assez bien ta poésie, j'en parle parfois grâce aux différentes traductions que tu m'offres, parce que ça m'intéresse, comme tu sais très bien, l'image de différents écrivains grecs en vie, telle qu'elle est projetée via les traductions en français. Donc, on essaie de voir quelle est la réception, par exemple, d'un poète grec comme toi en France, c'est important. Et donc, la question qui s'est posée est la suivante. Est-ce qu'un poète comme Kratjopoulos peut être considéré comme une suite de Séphéris et de Élitis? Est-ce qu'il y a finalement une suite? Est-ce quelque chose qui vient de naturel? Est-ce que tu te sens une responsabilité en tant que continuateur de ces grands noms? Bon, je ne sais pas si je peux répondre s'il y a une suite ou non. Suite ou rupture, il y a une sorte d'une fleuve qui continue et qui, dans son haut, il emporte des poèmes, des gens, des choses, des vies, etc. Donc, à mon avis, ces ancêtres sont très importants parce que je dis toujours nous apprenons d'écrire à travers les lectures qu'on a fait des autres, toujours. Sans doute, il y a quelque chose qui demande en nous-mêmes, il demande d'une façon très, très exigeante une expression, mais il trouve cette expression à travers les lectures qu'on fait, les choix qu'on fait dans nos lectures. Et cela est très important parce que moi, quand je commençais, par exemple, je disais à l'âge de 13 ans que je devais devenir comme adolescent, je disais, je serai un écrivain. Bon, à l'époque que je disais cela, même moi-même, je n'avais pas une très grande idée qu'est-ce qu'est l'écrivain. Je disais cela, après je l'ai oublié, parce que aussi mes parents me disaient comment tu vas gagner ta vie avec l'écriture. Donc, mais quand j'ai commencé à lire à l'âge de 18 ans, mais des lectures qui avaient une mode très systématique, je peux dire, mais systématique, pas parce que je voudrais, comment dire, être exhaustif dans mes lectures de toute la littérature grecque, la littérature française ou la littérature étrangère, mais parce que j'avais ce besoin. Je cherchais quelque chose dans mes lectures. Et, par exemple, je peux dire que j'ai lu toute la littérature, la poésie grecque, toute. Depuis Hérodocritos et les sacrifices d'Abraham, jusqu'à Alexandra Deligiorgi qui est avec nous, et jusqu'à Yannis Varveris, et jusqu'à les poètes de ce qu'on dit la génération des années 70. Donc, j'ai lu tout. Mon argent de poche était pour l'achat des livres parce qu'à l'époque, les bibliothèques, etc., c'était assez rare à Athènes pour chercher des livres. Et aussi, de cette façon-là, je cherchais tout ce qui était dans les librairies grecques de l'époque. Et j'ai commencé, c'est quelque chose que Taxis le dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que les lectures qu'on fait ont une mode anarchique
on n'allait pas d'un livre à l'autre d'une façon, par exemple, du présent vers le passé ou au contraire, mais on cherche d'une façon anarchique ce qui nous intéresse. Donc, de cette façon-là, je me suis conduit de la littérature qui se produisait autour de moi. En ce moment-là, fin des années 70, les années 80, et aussi toute la tradition de Solomons, avec qui, par exemple, j'ai été aussi rencontré à l'école, mais aussi c'était une rencontre qui avait été pour moi très importante parce que vers la fin du lycée, et moi, en étant vraiment dans le fourneau de la préparation pour les examens pour entrer à l'université. Et j'étais très pressé parce que j'ai été préparé pour entrer à l'école de la médecine. À l'époque, était des examens qui étaient, je crois, beaucoup plus difficiles que maintenant. Oui, tout à fait. Et en ce moment-là, dans les livres de l'école du lycée était le plus grand poème de Solomon, je crois, qui est Ελεύθερη πολιορκημένη. C'est important. Donc, je me suis tombé sur ce poème, comme moi aussi, j'étais dans Missolonghi, à Chiese, à cause de la situation de ma vie. Je sentais comme adolescent le corps était en état de révolution, mais j'étais obligé d'être sur mes livres de l'école d'une façon comme quelqu'un qui se sent tout à fait assiégé dans cette situation-là. Donc, j'étais tout à fait identifié avec les gens de Missolonghi. Je vois. Mais déjà, tu as répondu de façon très claire à cette question pour comment coexistent les deux, psychanalyse et poésie. Mais avant tout, en t'écoutant, je me dis, voilà comment Chatzopoulos a découvert sa vocation. C'est ça. Mais découvrir sa vocation, c'est pas évident. Et ça arrive très rarement d'être conscient de cette découverte. Oui, c'est vrai. Et c'est le début d'un chemin qu'on suit toute la vie. C'est important. Dimitri, je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois que j'étais vraiment dans ma vie très, très heureux d'être avec l'écriture comme ça, avec la poésie. Après, parce que aussi dans mes études à l'école de la médecine, je n'étais pas du tout, dès le début, décidé quoi faire. J'étais très dans une sorte de... Je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas faire ce que je devais faire. Une attente créatrice. Voilà. Oui, donc vers la fin, quand je peux dire que j'ai trouvé, en cherchant qu'il y avait la psychiatrie d'enfants, et derrière cela, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était la psychanalyse. Et je dis que j'ai fait un choix très important avec la poésie, un deuxième choix très important avec la psychanalyse, avec la rencontre avec ma femme, une troisième aussi très heureuse. Est-ce que la poésie guérit? Bon, la poésie soulage beaucoup. Il donne une voie vers la guérison. Mais je crois que c'est très audacieux de dire que la poésie guérit. Sans doute, ouvre des voies vers la guérison. Elle libère quand même avec la lecture aussi. Elle libère les sentiments, au moins. Elle libère l'esprit. Elle libère, comment dire, dernièrement, j'ai lisé ces derniers volumes du journal de Seferis, où il disait, lui, qu'il n'avait pas fait une analyse, une psychanalyse, que la plupart du temps, il pouvait interpréter ses rêves. Tu parles du tome dont tu es responsable pour la... Non, je parle de ces deux volumes qui ont été parus il y a cette année, l'année 2 ans avant. Et là, il écrit dans un moment que, en parlant d'un rêve qu'il ne pouvait pas comprendre, qu'est-ce que signifiait pour lui, qu'il disait en même temps que la plupart du temps, je peux interpréter mes rêves.
Oui. Donc, je dis cela parce que cela signifie que lui, il avait une relation avec soi-même qui est très important. Il est, pour l'écriture, à mon avis, il y a un premier niveau qui est l'écriture, le premier jet qu'on dit, mais après, on doit lire très bien ce qu'on a déjà écrit. Oui, et là-bas, il y a une sorte de vraiment de travail, d'élaboration qui est très important parce que là, on doit être comme premier lecteur de nos œuvres, on doit vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a écrit là et qu'est-ce qu'on voulait dire à nous-mêmes et à l'autre qui est le lecteur. Bien. On dit aussi un petit mot de la France, de la langue française, bien, pour honorer un peu la langue dans laquelle et tu es pour finir traduit. avec cela, en passant à la lecture de poèmes, de quelques poèmes. Oui. Bon, la langue française et la France étaient pour moi aussi, je n'ai pas dire que c'était trois choix très importants. Là, ce n'était pas un choix, c'était aussi une rencontre. Parce que j'ai commencé les cours de français quand j'étais trop petit, à l'âge de 5-6 ans. C'était donc un choix de mes parents. Malheureusement, comme l'institutrice était une femme qui enseignait à l'école, au lycée, mais c'était après quelques années, 3 ou 4 années, et il y avait un grand changement aux écoles et la langue étrangère qu'il enseignait, ce n'était pas le français mais l'anglais. Donc, on a perdu d'Aliveri cette femme-là, avec laquelle je peux dire que j'étais un peu dans un amour enfantin aussi, amour enfantin pour elle, pour la langue, etc. Aussi pour une petite copine avec qui j'ai eu ce cours privé. Et aussi, c'était fini. J'ai passé à l'anglais, j'ai totalement oublié ce que j'avais déjà appris. Mais quand je me suis arrivé à Athènes pour mes études à l'université, la première chose que j'ai fait, c'était de trouver une femme, de trouver mes premiers cours de français parce que c'était comme une remémoration que je devais faire ça. Et j'ai continué aussi l'anglais pour l'améliorer, etc. Mais là, c'était avec l'anglais, c'était bien passé, mais c'était aussi comme l'amour manqué pour le français qui ne m'avait pas laissé pour avoir pour l'anglais cet amour pour la langue. Donc c'est encore là de la psychologie, puisque c'est des réminiscences encore. Je ne sais pas, c'est l'amour. Et après cela, dans 3-4 années, j'ai fait tous les diplômes, je peux dire, du français. Parce qu'en même temps, pendant mes études à l'école de la médecine, j'ai eu ces études de la langue française et de la littérature française comme une sorte de contrepoids de l'autre côté de mes cours à l'école de la médecine. Et de cette façon-là, le français ont entré dans ma vie et de cette façon-là, j'ai commencé à traduire. Ah oui, c'est un chemin remarquable, vraiment. Donc puisque tu as, il y a eu une sorte de décalage, une sorte d'espace vide, si j'ose dire. Oui, et c'est comme si il y avait presque des réminiscences enfantines et langagiers qui t'ont retrouvé après. Il y a eu une sorte de revanche linguistique, un retour en arrière. Exactement. Pour reprendre le fil de là où tu l'avais quitté, sans le vouloir peut-être. Et donc c'était encore une réponse et une vocation. Donc. Oui, je sais pas. Mais c'était passé comme ça. Bon, on va lire un peu. Hein? Ça va, je vais lire sans... Ah oui, d'accord.
assis sous le corps protégé. Nous ne saisissons que la poussière des étoiles comme la disperse une nuit, que l'amour tout au long d'une vie menace de mort, de même force, mais sans la force, doté de la lumière l'obscurité et du temps le présent. Il ne reste rien de l'instant obscurci, dont commencement et fin ensemble se perdent, et dont les ailes pourchassées se replient, avant même que dans l'air on entende leur battement. Sur son seuil, assis, dans l'anxiété et l'éternité, fatigué par une traversée qui ne nous appartient pas, ni même ne s'est jamais produite, sinon en des sommeils amers, et chaud quand assis sous le corps, et reposant protégé du regard, nous avons trouvé refuge dans l'âge et la respiration. La marche de l'escalier qui héberge la poussière et le poids de nos pas nous offre le plus tendre récompense. Un instant à l'ombre sous le son de celui qui est sur le départ et que dans nos rêves nous voyons déjà disparaître à l'horizon. Υπό του σώματος καθισμένη την προστασία. Δεν προλαβαίνουμε παρά τη σκόνη των άστρων, καθώς σκορπάει μια νύχτα που ο έρωτας μια ολόκληρη ζωή σημαδεύει με θάνατο, ισοδύναμος κι όμως αδύναμος από το φως να βγάλει το σκοτάδι και από το χρόνο το σήμερα. Δεν μένει άλλο από τη μελανή στιγμή που η αρχή της είναι χαμένη μαζί με το τέλος της και τα φτερά της κυνηγημένα διπλώνονται πριν ακόμη ακουστεί στον αέρα το πλατάγισμά τους. Στο κατόβλι της καθισμένη, εναγωνίως και αιωνίως με την κόπωση μιας διαδρομής που δεν μας ανήκει και ούτε έγινε ποτέ, ημιμόνον σε ύπνους πικρούς και θερμούς, όταν υπό του σώματος καθισμένη και από του βλέμματος γερμένη την προστασία, στην ηλικία και στην ανάσα βρήκαμε καταφύγιο. Το σκαλοπάτι που τρισκώνει φιλοξενεί των βημάτων και το βάρος μας προσφέρει την πιο τρυφερή ανταμοιβή. Μια στιγμή σκιερή υπό τον ήχο εκείνου που είναι φευγάτο και στον ορίζοντα ήδη το ονειρευόμαστε να αναχωρεί. Nom de lieu, l'homme. Ces deux hommes se ressemblent comme deux mains qui se suivent l'une l'autre dans leurs mouvements, changeant de position dans l'attente. Le temps passant se rassemble, l'une dans sa résistance à l'autre. Ils clouent d'un regard l'un l'amour de l'autre, ensemble pétrissant dans l'argile, l'un l'histoire de l'autre, usurpant l'un la figure de l'autre. Ils s'entredéchirent, ils s'entraident. Ils pourraient être fils et père. Un fils face à la vérité de son père. Un père derrière le souvenir de son fils. Ονόματα τόπων, άνθρωπος. Αυτοί οι δύο άνθρωποι μοιάζουν όπως δύο χέρια που ακολουθούν το ένα στις κινήσεις του το άλλο, αλλάζοντας στάσεις αναμονής μέσα στο χρόνο, ομοιώνονται το ένα μέσα στην αντίσταση του άλλου. Καρφώνουνε με μια ματιά ο ένας την αγάπη του άλλου, πλάθοντας με πυλό από κοινού το ένα την ιστορία του άλλου, διαρριγνύοντας ο ένας τη μορφή του άλλου, αλληλοσπαράζονται, αλληλοβοηθιούνται. Θα μπορούσαν να είναι γιος και πατέρας. Γιος μπρος στην αλήθεια του πατέρα του. Πατέρας πίσω από την ανάμνηση του γιού του. Et le poème jumeau de cela. Ναι, 83. Nom de lieu, l'homme. Variation.
ses deux mains se rassemblent comme un homme qui vient accompagné de son ombre, transpirant dans ses mouvements. Elles se dissipent derrière la lumière, se dispersent, l'une dans l'attente de l'autre, s'exaspèrent quand elles ne peuvent fuir l'une l'histoire de l'autre. Elles se réveillent effrayées dans le noir, elles allument la lumière soulagée. Ensemble, elles allument une cigarette. Elles s'entremêlent presque indifféremment, insouciantes, elles s'y flottent. Elles se rencontrent même sans le savoir, comme père et fils insoupçonnés. Le père, derrière la ressemblance de son fils, qui vieillit face à l'image de son père. Le fils, face au miroir, restituant son père. Dans l'avenir de ses paroles, regagnant la parole de sa figure. Ονόματα τόπων, άνθρωπος. Παραλλαγή. Αυτά τα δύο χέρια μοιάζουν, σαν άνθρωπος που έρχεται μαζί με τη σκιά του, μες στις κινήσεις του υδρώνοντας. Πίσω από το φως διαλύονται, σκορπίζουν το ένα μέσα στην αναμονή του άλλου. Αγριεύουν όταν δεν μπορούν να φύγουν το ένα από την ιστορία του άλλου. Ξυπνούν μες στο σκοτάδι έντρωμα, ανάβουν με ανακούφιση το φως. Τσιγάρο ανάβουνε από κοινού, αλληλοπλέκονται, αδιάφορα σχεδόν, αμέριμνα σιγοσφυρίζουν. Ακόμα και όταν δεν το ξέρουν, συναντιούνται σαν να ήταν πατέρας και γιος ανυποψίαστοι. Πατέρας πίσω από την ομοιότητα του γιού του, γερνώντας μπρος την εικόνα του πατέρα του. Γιος μπρος τον καθρέφτη τον πατέρα του επιστρέφοντας. Μες στο μελλοντικό των λόγων του, το λόγο του προσώπου του ανακτώντας. Je tiens à dire un grand merci à l'ex-Copolio de cette invitation. Et voulez-vous encore une lecture? Ah oui, si vous voulez, oui, oui. On avait au moins programmé une dizaine de poèmes, mais on ne va pas vous fatiguer beaucoup. Je tiens à vous dire une chose, lire en français Radiopoulos, c'est plus qu'un plaisir, c'est redécouvrir une langue française qui parle à travers Radiopoulos, dans Radiopoulos. Je dis parfois, ce poète, il aurait pu très bien écrire en français, vraiment. Et ce n'est pas seulement cette magie des mots français qui sont pour la projection de ces mots grecs, n'oublions pas. C'est que vraiment, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Radiopoulos, il est vécu en français. Il est vraiment vécu en français. C'est un poète qui pourrait être français. C'est important ça, vous savez. Que les messages puissent passer, émouvoir, poser des problèmes. C'est ce que Thanasis fait. Tu me dis que le dernier poème que tu aimerais qu'on lise? Berceau. Phase première. Nuit du nouvel an. Il ne se décide pas à faire jour. Dans l'obscurité, une fête s'effiloche. À l'heure dit de sommeil, étourdi de vent dans le crâne, et les mots ne peuvent aller plus loin. Elle se tient à l'écart, l'ombre de ma mère, et elle fait un signe discret, se penche et m'éclaire. Lentement, elle tisse doucement, tremble d'off, s'enchère. Blanche et noire sa caresse sur mes yeux, qu'elle appose d'une main calme. Ces paroles bonne nuit couvrent mon sommeil, pour que je n'apaise pas la béance sous le lit, que je dorme tranquille. Elle se tient à mes côtés depuis sa mort jusqu'à ce que la respiration trouve son rythme dans le sommeil. Que je n'ai plus de terre dans les yeux et que je cherche sans raison refuge dans les mots. Phase deuxième. Signe nocturne. Il ne se décide pas à faire jour. Un instant étincelle dans l'obscurité. Lourd vent du sud, le corps moisi de l'intérieur, et les mots suintent toujours dans l'air. Fraîche, survient intempestive l'ombre de ma mère. Elle hésite, méconnaissable. Un linge blanc à la main, elle pleure,
et il pleut. Elle ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Si cela lui est arrivé sur les rives cotonneuses où elle flotte, comme ces îles égarées dans les lieux inconnus. Fleur d'ombre qu'il choisit encore avec lumière. Je me penche et la regarde qui se demande quelle sorte de mort est celle qui attend, féconde une autre, depuis tant de mois morte que je porte ici. Elle trace sur la pointe des pieds une loi lente, que je n'attende pas qu'elle revienne, que je ne harcèle pas l'oubli, ni n'insiste debout pendant des mois. Elle part, sachant que reviendront origine humide, caresse et miel. Λύκνο. Ομάζ Αδιονύσιος Σολωμός. Όψη Α. Νύχτα πρωτοχρονιάς. Δεν λέει να φέξει. Ξεφτίζει στο σκοτάδι μια γιορτή. Ύπνου βαρύς, ανέμου ζάλι στην κορφή, κι οι λέξεις δεν πηγαίνουν παραπέρα. Μόνο παράμερα στέκεται της μάνας μου η σκιά και σιγογνέφει. Σκύβει και φέγγει. Αργά πλέκει, αργά τρέμει το άσαρκο υφαντό, το λευκό, το μαύρο χάδι της στα μάτια μου, με χέρι ήρεμο να πέσει, να με σκεπάσει καληνύχτα η κουβέντα της, για να μην φαίνεται ότι χάσκει το κρεβάτι από κάτω, να κοιμάμαι ήσυχος. Εκείνη από το θάνατό της παραστέκει, ώσπου ρυθμό να βρει η αναπνοή μέσα στον ύπνο, να μην ξανάχω χώματα στα μάτια και εις μάτιν να ζητάω προσφυγή στις λέξεις. Όψη Β. Νύχτας διακριτικά, δεν λέει να φέξει. Σπιθίζει στο σκοτάδι μια στιγμή. Νοτιάς βαρύς, μου χλιάζει από μέσα το κορμί κι οι λέξεις όλο υδρώνουν στον αέρα. Χλωρεί, παράκαιρα έρχεται της μάνας μου η σκιά και κοντοστέκει. Αγνώριστη, με άσπρο ύφασμα στο χέρι, κλαίει και βρέχει. Δεν ξέρει ακριβώς τι της συνέβη, αν της συνέβη. Στις όχθες, στα βαμβακερά που πλέει, σαν από άνοια χαμένη σ' άγνωστα μέρη. Άνθη σκιάς που τα διαλέγει ακόμα με φως, να την κοιτάζω σκυφτός, να αναρωτιέται τι είδους θάνατος είναι αυτός που περιμένει, άλλου μεστός, μετά από τόσους μήνες πεθαμένη, να φέρω εδώ. Νόμο αργό ακροπατή, μην περιμένω να επιστρέψει. Ας μην παρενοχλώ τη λύθη και επιμένω μήνες ορθώς. Εκείνη φεύγει σαν να ξέρει πως θα έρθουνε ξανά υγρές καταβολές, χάδι και μέλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant, très émouvant, très enseignant. Merci beaucoup. Alors, moi, j'étais frappée par la question, justement, pas des influences, mais de l'origine. D'où ça vient. Vous avez déjà donné, il y a Calvos, il y a toute la question, les liens avec la mort de Gefirit Sartas, mais je n'ai pas saisi l'élan. La poussée, c'était quelque chose qui est lié à la mort. Est-ce que tout ça, parce qu'on a parlé de quelque chose de l'ordre de dire l'indicible. Dire l'indicible. Après, on a eu la question, les mots refuges. Les mots refuges.
il y a l'autre question, je sais que j'ai trouvé un fil avec tout ça, et l'autre question, justement, le plaisir de tout ça. Parce qu'il y a un plaisir qui lie tout ça. Depuis le pont d'Artas, là, il y a un plaisir qui est évident, même s'il y a la mort. Calvos, il y a quelque chose quand même qui est beaucoup plus obscur, beaucoup plus indicible, mais qui vous a marqué. C'est vous qui l'avez énoncé. Vous décidez à 11 ans d'être écrivain. Je pense que c'est lié, je pense, peut-être plus avec Calvos. Je ne sais pas. C'est l'indicible. J'essaie de dire quelque chose. On ne peut pas dire la vérité comme vous avez dit, parce que ça fuit toujours. Et l'indicible, c'est par excellence. Il n'y a pas. Mais il y a ce plaisir-là de dire, le plaisir de trouver une vérité. Vous avez dit, Sefer, il essaye d'interpréter ses rêves. On a ce plaisir-là de découvrir quelque chose, une vérité qui même si elle est, comme dirait Lacan, menteuse, puisqu'il y a une autre, il n'y a jamais le dernier mot, et l'indicible reste toujours obscur. Il y a quelque chose de l'ordre de l'obscurité, mais je me demande, moi ça m'intéressait plutôt l'élan. Qu'est-ce qui a donné vraiment l'élan du commencement de l'écriture? Je ne sais pas si je peux vraiment répondre. Je sais que je peux dire deux de mes premiers livres. L'un, c'est le titre Le Sans-Lumière. Le Sans-Lumière. Un autre, Depuis l'origine de la rosée. Donc, c'est la question de l'origine qui me préoccupait beaucoup dans ces deux livres qui ont à faire pas avec le après de la vie, mais avant le avant. Et donc, sans doute, la question du plaisir dont vous parlez, c'est une question très importante pour moi. Il y a un plaisir avec le mot, les paroles, en parlant, en écrivant, en partageant, en communiquant avec les autres, ce qui nous fait vivre. Et c'est ça. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai déjà eu la chance de lire Cellule, Le Pont d'Artas. Et bon, moi je suis francophone, donc j'apprécie de voir le bilingue, mais malheureusement je ne le comprends pas. Et comme vous avez dit, pour un francophone, ça peut être un poète francophone. Et la question que je me pose, enfin j'ai deux questions, mais la première c'est comment, puisque vous êtes baigné quelque part dans la francophonie, comment vous trouvez les traductions qu'on a fait de vos livres? Ça, c'était une question. L'autre question, et on revient au Pont d'Artas, parce qu'en tant que Suisse, nous, on a le Pont du Diable. Et quand j'ai lu l'histoire du Pont d'Artas, j'ai pensé au Pont du Diable. Je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai pensé qu'on baigne tous dans ce que Jung parle du subconscient collectif. Et j'ai eu beaucoup cette impression, bon, vous êtes psychanalyste, de tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous baigne. C'est pas simplement la lecture, mais c'est tout ce qu'on entend. Vous avez parlé de l'Église, etc. Où on rejoint l'indicibilité, comme a dit Madame, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On est imprégné de quelque chose, après quand ça sort, c'est difficile de dire d'où ça vient. Voilà, c'est tout, mais en tant que francophone, je suis très content d'avoir pu lire vos livres. Merci. Et ce que je peux dire en ce qui concerne les traductions et les traducteurs, j'ai une très grande gratitude envers eux et envers elles. Ils ne sont pas encore publiés des livres qui ont été traduits par deux femmes. Et ce que je peux dire, que c'était des rencontres très importantes avec Michel Volkovitch, avec Alexandre Zotos, avec aussi Kostas Nassikas et Hervé Boer. Et j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup.
En ce qui concerne les résultats, il y a toujours des choses qu'on dit, on devait avoir écrit cela différemment, ou il y a une petite faute ici ou là. S'il y en a une deuxième édition, on va corriger cela ou l'autre. Mais en général, je peux dire que les résultats est en ce moment-là pour moi quelque chose qui me donne un plaisir. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui se perdent. Mais c'est comme ça la traduction, je peux le dire du côté du traducteur. Et donc pour votre deuxième question, sans doute nous sommes imprégnés, même avant notre naissance, des fantasmes de la langue de notre environnement. Donc, c'est là qui nous fait signe toujours de nos naissances, de le moment de notre naissance. Donc, ce sont des signes qui sont indestructibles pour le petit enfant, pour le bébé, mais c'est ça aussi que le poète veut exprimer, interpréter aussi. Oui, sur le corps. Sur le corps, oui. Oui. L'indicible. Oui. Et on cherche toujours ces traces, nous sommes derrière ces traces tout le temps. Yann. Oui. Je voulais aussi dire avec Odile que la traduction est vraiment magnifique, excellente. On ne perd rien dans le sens et dans les images. C'est vraiment ce que j'ai vu de meilleur en traduction de poésie grecque vers le français. Excellent, vraiment. Mais ma question, c'est pourquoi le choix donc de la poésie essentiellement? Parce que tu as écrit des nouvelles dans une langue, 2 nouvelles en fait, dans une langue excellente, très élaborée en grec. Mais pourquoi donc la poésie et pas ta pésa? Bon, je crois que la poésie était... Bon, quand j'avais 13 ans, je disais je vais devenir écrivain, pas poète. Je ne savais pas à l'époque qu'est-ce qu'est un poète. Je savais seulement quelques poèmes qu'il y avait dans les livres, etc. Et donc, je crois que ce qui est plus près de la parole est aussi plus près du chant. Parce que je crois qu'une de mes influences les plus importantes, ce sont les chants. Les mots de Gatsos, les mots de Cavadías, les mots de Manos Eleftheriou, que j'écoutais comme... à 13 ans, j'ai commencé à faire une sorte de collection de LP, on disait à l'époque, des disques. Et j'écoutais toujours, en même temps, quelques musiques classiques, mais aussi beaucoup de ces magnifiques chansons qu'on nous imprégnait aussi. Pendant cette époque, c'était la fin de la dictature et il y avait une explosion du côté des chants en Grèce. Donc, il y a aussi là-bas une source aussi pour moi. Et aussi, au début, je ne savais pas, c'était la poésie, c'était quelque chose de très naturel pour moi. Sans doute, j'ai commencé à écrire quelques petits proses, mais ça a été laissé comme ça. À un certain moment, il est venu le moment, très tardivement, où j'ai écrit ces 2 nouvelles, et l'année prochaine, il y aura aussi un livre aux éditions Polis avec de petites contes, je peux dire, de petits récits. Et sans doute, il y a d'autres... Je ne passe pas à la prose, je le dis cela parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un poète peut passer à la prose après. C'est fini la poésie. Mais avec moi, ce n'est pas comme ça. J'ai aussi assez de livres de poésie inédits et aussi, j'ai continué à écrire de la poésie. En même temps où j'ai écrit dans d'autres moments de la prose. Mais la poésie aussi a à faire avec le primordial, avec l'originaire plutôt. Et c'est pour ça, c'est le premier balbutiement d'un bébé. Ce sont une poésie, la poésie première de notre vie
comme dit Sikelianos. Et c'est ça, les premières paroles entre le bébé et la mère. C'est le premier, comment dire, le premier soleil dans la vie, c'est ça. Le chant d'église, vous avez dit aussi. Oui, oui. Mais cela est venu après, parce que je crois qu'il y a quelque chose de très important qui se passe dans cette relation entre les 2 ou 3 premières années de la vie, entre l'enfant, le petit enfant, l'enfance et la mère. Non, mais chacun doit devenir le poète de sa vie. Hein. C'est une sorte de poésie aussi, cela. On ne peut pas perdre de vue cela. Chacun de nous doit forger sa vie. C'est très important, ça. Et on doit, apprendre à nos enfants que chacun de nous doit construire sa vie, faire sa vie psychique, sa vie quotidienne, sa vie pratique, mais c'est une œuvre, ça. Un poème. Oui, c'est un poème. Mais ce que tu viens de dire à propos des chansons que tu écoutais là, Oui. c'est déjà un lien très étroit avec le rythme de ta poétique que tu as développé peut-être. Et derrière ça, il y avait peut-être ça un sous-entendu, quelque chose qui avait une gestation profonde en toi. Et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais de le dévoiler, mais il faut avant tout dire merci à Thanasis de ce qui se passera dans les mois à venir, à savoir que Thanasis va faire une tournée poétique en Europe, je crois. Une tournée tout à fait différente, puisqu'il sera donc, si je ne m'abuse, au Portugal, c'est ça ? En Espagne et puis en France, représentant la poésie grecque partout. C'est important de nos jours. Il faut le féliciter, le remercier de ça. Voilà. C'est moi qui je vous remercie. Merci beaucoup pour cette superbe rencontre poétique. À tous les deux, merci beaucoup.